Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision Diaspora FM. Bonjour à tous. Voici Matin d'Eden, un programme co-organisé par Eden Télévision Diaspora FM. Nous démarrons par la revue des journaux, l'essentiel de l'actualité vue par les canards. Bonjour Corneille. Bonjour, tranquillin Hakad Benantin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le point des différents sujets décryptés dans les colonnes des canards. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité est dominée ce matin par les 100 premiers jours du gouvernement de la rupture, 100 premiers jours de Patrice Talon au pouvoir. Analyse, commentaires, réactions de plusieurs personnalités. Voilà le menu principal développé par les quotidiens. Ensuite, les résultats du baccalauréat donnés hier, statistiques, chiffres, impressions et également commentaires. Voilà donc le jeu à retrouver sur cette revue. On commence par le matin. Le matin qui affiche à sa une 100 jours du régime du nouveau départ. Entre critiques et applaudissements, lire les impressions des secrétaires généraux des centrales syndicales en page 5 du quotidien Le Matin. Résultat catastrophique des examens de fin d'année, une preuve de l'inconstance des cadres de l'éducation, écrit également Le Matin. La Guérite, le quotidien La Guérite. 100 jours de Patrice Talon, Clément Nyononfon félicite Talon et l'invite à plus d'ardeur. Clément Nyononfon félicite Talon et l'invite à plus d'ardeur. C'est allié en page 3 du journal La Guérite. Affaire FBF Conoy et consorts, c'est bien le football. Affaire Fédération béninoise de football, comité de normalisation et consorts, quand la justice est bafouée par certains magistrats, écrit le quotidien La Guérite. Les détails à retrouver en page 9 du journal. Le challenge consacre tout un dossier aux 100 premiers jours de Patrice Talon au pouvoir, 100 jours de gestion du gouvernement né, 2400 heures de travail acharné avec des résultats patents, écrit le quotidien Le Challenge. Depuis le 6 avril, Patrice Talon est investi président de la République. 100 jours déjà, d'importantes décisions ont été prises pour une véritable rupture avec la gouvernance sous Boni Yahi. Le quotidien rappelle quelques décisions fautes, nous rappelle également ici quelques décisions fautes, notamment la décision concernant le nouveau découpage territorial. Les détails sont à retrouver en page 2 du quotidien Le Challenge. Baccalauréat 2016, 30,14% d'admissibles à la phase écrite sur le plan national. Le quotidien affiche quelques statistiques. À Libori, 20,76%, Atakora, 22,33%, Colline, 25,37%, Littoral, 37,13%. Les autres chiffres à retrouver à la une du quotidien, Le Challenge. Le potentiel parle aussi de l'actualité du jour. Le potentiel, dossier spécial 100 jours du président Talon, des mérites, des insatisfactions, mais aussi des craintes. Dossier spécial 100 jours du président Patrice Talon, des mérites, des insatisfactions, mais aussi des craintes, écrit le potentiel. Des Béninois se prononcent, l'opposition peine à sortir la tête de l'eau. Dossier à retrouver en page 3, 4 et 5 du quotidien Le Potentiel. Attentat à Nice en France hier nuit. Un véhicule fonce dans une foule, près d'une centaine de morts. L'information nous est rapportée ce matin par Le Potentiel. L'attentat à Nice en France hier nuit. Un véhicule fonce dans une foule, près d'une centaine de morts. On poursuit avec Nouvelle Mutation, le quotidien Nouvelle Mutation, 100 jours de gestion, 100 jours de cacophonie au sommet de l'État, écrit le quotidien. Et si Talon laissait les vieilles habitudes, s'interroge aussi le quotidien. L'information est à lire en page 3 du journal. Des rétropédalages de contradictions, de nominations obscures, écrit le quotidien. Le découpage territorial, un exploit sous Talon, écrit également le quotidien Nouvelle Mutation. Les détails sont à retrouver en page 3 et 4 du quotidien. On retrouve maintenant la une de la Tribune de la Capitale. La Tribune de la Capitale qui a consacré également un grand dossier
au 101er jour de Patrice Talon, 100 jours de gestion d'État sous l'aide de la rupture. Talon opte pour une gestion dans la clandestinité. Talon opte pour une gestion dans la clandestinité. Le panier de la ménagère en souffrance, la sécurité emmène la promotion de la femme entre parenthèses. Des dossiers ou bien des articles à retrouver en page 6, 7 et 8 du quotidien La Tribune de la capitale. On retrouve maintenant le quotidien La Diaspora de Sabah. Le journal La Diaspora de Sabah qui parle aussi des 100 jours de Patrice Talon. Gouvernance sous la rupture, les Béninois découvrent le vrai visage de Patrice Talon. 100 jours de haute insécurité, de galère et de désespoir. Le ministre Sakalafia remporte le prix Nobel de l'inefficacité, ce que vaut chaque ministre du gouvernement. C'est allié en page 3 du même quotidien. Le quotidien nous rapporte aussi les réactions de certaines personnalités, notamment les réactions de Jean Gounombe, 100 jours du gouvernement de la rupture. Talon est dans la droite ligne de son projet de société, d'ici Jean Gounombe. Talon est dans la droite ligne de son projet de société, d'ici Jean Gounombe. L'information est alliée en page 3 du journal La Diaspora de Sabah. Le mandat, le quotidien, le mandat 100 jours de gestion du nouveau départ, 9 conseils des ministres consacrés au coton, la presse sacrifiée, la promotion, Jean, toujours à l'étape de l'idéal. C'est allié aussi en page 3 du quotidien, le mandat. On retrouve maintenant Notre Voix. Le journal Notre Voix, 100 jours de la rupture et du nouveau départ. Le bilan catastrophique de Patrice Talon trouve ce matin Notre Voix trouve plutôt le bilan catastrophique. 100 jours de la rupture et du nouveau départ, le bilan catastrophique de Patrice Talon. Le journal rapporte les réactions de quelques personnalités. Emmanuel Zounon, il est temps que les préoccupations des travailleurs soient la priorité du régime béninois. Degla invite les Béninois à la veille citoyenne. Le quotidien apporte également d'autres détails. Paiement des primes exorbitantes à la commission Djobenoun, un véritable scandale financier à élucider. Combien ont coûté les autres commissions créées? Toutes ces informations à retrouver à la une de votre quotidien Notre Voix. Et on va boucler par la une du quotidien La Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune qui a aussi consacré un dossier spécial ou une spéciale au 101er jour de Patrice Talon au pouvoir. Dossier spécial à retrouver donc à la une du quotidien Notre Nouvelle Tribune, 100 jours de Patrice Talon au pouvoir, entre réforme et contradiction, écrit le quotidien. 100 jours de Patrice Talon au pouvoir, entre réforme et contradiction. Talon mal à l'aise dans sa peau de président. Des décisions controversées et des nominations à polémique. La rupture à plusieurs vitesses, écrit La Nouvelle Tribune. Et puis réaction de quelques personnalités toujours à la une de La Nouvelle Tribune. Djobenoun, on n'a pas vu venir les 100 jours. À trop tôt pour apprécier. Azatassou, on n'est pas rassuré. Ayadi peut mieux faire. Et Saïko, on n'a pas bougé. Aloubine Dine, le départ est éloquent. Un cocktail de réactions qui rassemblent toutes les personnalités dans divers domaines de développement. Et puis toujours à la une de La Nouvelle Tribune, on peut lire aussi crise à la Fédération béninoise de football. Le gouvernement a bien cautionné les dérives du CONOR. Le gouvernement a bien cautionné les dérives du CONOR, affiche ou affirme ce matin que le quotidien La Nouvelle Tribune détaille à retrouver en page 13 du journal. Voilà, ainsi va l'actualité à la une des journaux béninois parus ce jour est parvenu à la rédaction de Eden Télévision. Merci à vous, Corneille Aïssé, pour nous avoir fait le point complet de l'actualité nationale à la une des journaux. 9 mois, jour pour jour, après l'attentat de Paris ayant fait environ 130 morts, la France vient d'être encore frappée par des actes terroristes. Cette fois-ci, à Nice, le bilan, environ 80 tués. C'est en pleine réjouissance, la joie était visible sur le visage de tous les Français qui célébraient ce 14 juillet la fête nationale après avoir
apprécié le défilé militaire qui a prouvé la grande puissance militaire de la France, l'une des puissances économiques et militaires du monde. Et juste quelques heures après cela, qu'un attentat a été enregistré à Nice, faisant 77 morts. Pour être plus précis, c'est l'information décryptée aujourd'hui, c'est l'information qui fait la une de l'actualité internationale, une information que nous abordons avec le quotidien français Le Figaro.fr qui revient sur cette monstruosité. Attentat à Nice, au moins 80 morts, l'état d'urgence prolongé justement après l'attentat de Paris enregistré en France en novembre dernier ayant fait 130 morts. Le gouvernement de François Hollande avait décrété un état d'urgence. Eh bien, l'état d'urgence a été prolongé de 3 mois. Cette fois-ci, alors que le gouvernement s'apprêtait à mettre fin à cet état d'urgence le 26 juillet prochain. Attentat à Nice, au moins 80 morts, l'état d'urgence prolongé, nous apprend aujourd'hui le Figaro.fr qui apporte d'autres précisions. Attaque à Nice, le camion a écrasé tout comme un jeu de quilles. Voilà l'image de ce camion qui a causé, ce camion ayant à son bord des terroristes ayant fait 77 morts. Et puis les premiers témoignages décrivent un camion blanc qui a foncé jeudi soir dans la foule sur la promenade des Anglais pendant le feu d'artifice du 14 juillet. Les témoins disent avoir ensuite entendu des tirs. Attentat à Nice, les premières images au moment du drame sont divulguées également sur les réseaux sociaux et sur l'internet. Attentat à Nice, les premières images au moment du drame. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des centaines de personnes en panique à Nice. Un camion a foncé sur la foule pendant les célébrations du 14 juillet. C'est une information développée ce jour par le Figaro. Nous poursuivons toujours avec la revue de presse internationale, l'un de cette monstruosité ayant conduit à la mort de plus de 77 Français. On va s'intéresser à www.bbcafrique.com qui s'intéresse au Rwanda et à l'avenir de Omar el-Béchir. Le Rwanda n'arrêtera pas Omar el-Béchir. Omar el-Béchir en visite au sommet de l'Union africaine à Kigali, la capitale rwandaise, sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ne sera pas arrêté par le Rwanda, nous apprend ce jour BBC Afrique. Voici la photo illustrative choisie par BBC Afrique pour illustrer donc son article aujourd'hui. Omar el-Béchir ne sera donc pas arrêté, nous apprend donc, ne sera pas arrêté au Rwanda. Omar el-Béchir qui participe au sommet de l'Union africaine à Kigali, la capitale rwandaise. D'autres titres à lire cette fois-ci avec izf.net, Permel qui ne s'intéresse pas à cette actualité concernant Omar el-Béchir. On va s'intéresser à la Mauritanie. 3 ans de prison pour un journaliste qui avait lancé sa chaussure sur un ministre. Mauritanie, 3 ans de prison pour un journaliste qui avait lancé sa chaussure sur un ministre. Un journaliste mauritanien militant d'un mouvement de jeunes opposés au pouvoir en Mauritanie a été condamné à 3 ans de prison ferme jeudi à Nouakchott pour avoir lancé sa chaussure sur un ministre selon une source judiciaire et ses avocats. Le journaliste tchèque Baye Ould Mohamed, c'est bien de lui qu'il s'agit. D'autres actualités cette fois-ci concernant le Kenya. Au Kenya, un policier en tue 6 autres avant d'être abattu. Fait insolite, un policier qui tue 6 de ses collègues avant d'être abattu. Un policier a tué 6 de ses collègues jeudi pour des raisons encore inconnues dans un poste de police de l'ouest du Kenya avant de se faire abattre au terme d'un siège de près de 10 heures, a-t-on appris auprès de la police et d'une source sécuritaire haut placée. Kenya, un pasteur en tue 6 autres avant d'être abattu. Et puis le pasteur Evan Mawari, chef de file par accident de la fronde citoyenne anti-Mugabe. Le pasteur Evan Mawari
Mawari, à peine connu il y a encore quelques mois en dehors de sa petite congrégation à Ava, est donc aujourd'hui présenté comme le chef de file de l'opposition dans le pays de Robert Mugabe. Robert Mugabe est l'un des chefs d'État au pouvoir depuis plusieurs dizaines d'années. Et nous poursuivons cette fois-ci avec www.africatv.net qui revient sur cette actualité concernant la France. France, 14 juillet de carnage à Nice, au moins 75 morts. Le bilan s'est alourdi. Après, on parle aujourd'hui de 77 morts. Un camion a foncé sur la foule jeudi soir à Nice pendant le feu d'artifice faisant au moins 80 morts. Un camion a foncé dans la foule ce jeudi soir à Nice pendant que les spectateurs sont sortis du feu, sont sortis pour apprécier le feu d'artifice, faisant au moins plusieurs morts. Et puis, l'un de ces actualités, les députés ivoiriennes autorisent un référendum sur la révision de la Constitution, et ce, malgré les mises en garde de certains leaders de l'opposition ivoirienne. L'Assemblée nationale ivoirienne a adopté jeudi le projet de loi concernant l'organisation du référendum sur la nouvelle Constitution voulue par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, mais dont le texte n'est pas encore connu. Les 32 députés présents sur 255 ont adopté à l'unanimité le projet de loi. La question posée aux électeurs sera donc approuvée par voie référendaire, nous apprend ce jour www.africatv.net. Ce sera tout pour l'actualité vue par les plateformes numériques internationales. Regardez votre position d'écoute. Le bulletin de l'information, une présentation de Antoinette Sagbo. Bonjour Antoinette. Tranquille à 4 Belantin, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le bulletin de l'information. Les candidats à l'examen du baccalauréat, session de juin 2016 en République du Bénin, connaissent désormais le résultat. Les résultats du baccalauréat session de juin 2016 ont été proclamés hier sur toute l'étendue du territoire national dans les différents centres retenus à cet effet. Pour le compte du département du littoral, ce sont les centres du complexe scolaire Père-aux-Pierres des collèges Sainte-Rita et Bégamé qui ont abrité l'événement. Nous vous proposons ici de suivre les réactions de quelques candidats et parents de candidats admis au CEG Bégamé ainsi que celle des responsables de ce centre. Je suis admise au bac T, section 2016. Je suis heureuse, très contente. Mes parents, mes amis, mon entourage, tout le monde, quoi. Ceux-là, ils m'ont soutenue. Yeah, c'est bien, continue. C'est tout. J'ai souffert pendant l'année scolaire, apprendre tout ça, la nuit, le jour, la pluie, le soleil. Franchement, c'est pas facile. Donc, je suis très, très contente. J'envisage beaucoup de choses. Beaucoup de choses, la médecine et tout le reste. Je suis très heureuse d'avoir réussi au bac. Quand j'ai souffert, j'ai vraiment souffert. Quand ma mère n'a pas été là, elle n'a pas été là. Je sais qu'elle a fait sur moi. C'est pour elle que j'ai réussi. Donc je lui ai dit merci. Je dis merci au Seigneur. Je le remercie de m'avoir donné ce bac. Car c'est ça qui me délivre de cette souffrance, de cet enfer que j'endure à la maison. Merci. Je prévois être et faire le génie en informatique. Et si possible, si mes parents ont les moyens de voyager. J'étais en ville, mon garçon vient de m'appeler pour me dire qu'il est admis. Bon, je suis venue constater. Là, je suis vraiment émue. Je suis vraiment émue. Mais c'est la joie de toute la famille. Vraiment, je ne peux que remercier tous les enseignants d'abord, remercier l'école et le garçon même en question. C'est sa première fois. Et il est tout petit. Il a 16 ans. Je suis parent d'une élève qui est admise au bac 2016. Je ne peux vraiment pas expliquer. Je suis très ému. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Ça me dépasse. Nous prenons en compte que le département du littoral. Ici, nous avons en tout 49 jurys. 20 jurys sont déjà prêts et sont en train d'être proclamés déjà. Donc les autres jurys, on attend encore. Le processus est en cours pour les autres jurys. Donc d'ici 2-3 heures, on aura une physionomie globale. Bon, mais globalement, de ce que je sais quand même, les résultats sont à peu près les mêmes que l'année passée. Au Pierre Sainte-Rita à Kwakpa et au CEG Bégamé. Voilà. Donc la proclamation a commencé déjà dans ces centres. Au fur et à mesure que les jurys délibèrent, on envoie déjà pour proclamer les résultats. Je félicite ceux qui ont pu tirer leur épingle du jeu et je souhaite du courage à ceux qui n'ont pas pu passer.
Nous venons de faire la délibération du bac 2016 et nous avons travaillé sur la série A2 et je crois qu'on a eu un effectif de 285 et 117 sont déclarés admissibles. Pour la série A2, c'est de littoral, nous sommes à Cotonou, c'est ceux qui ont composé au CEG d'Antokpa. Voilà, on va s'intéresser maintenant aux différents taux obtenus sur l'ensemble du territoire national. Après la première délibération des résultats du baccalauréat, le directeur de l'office du bac et le ministre de l'enseignement supérieur ont rendu publiques les statistiques par série et par département de cet examen. Je vous invite à écouter la déclaration des deux autorités. Dans le département de la Liborie, le taux est de 20,75%. À Takora, 22,33%. Atlantique, 35,27%. Borgou, 30,39%. Le Borgou a connu une hausse par rapport aux années antérieures. Colline, 25,57%. Koufo, 24,92%. Donga, 18,75%. Littoral, 37,13%. Mono, 32,22%. Là aussi, c'est une ascension par rapport aux années antérieures. Ouémé, 26,46%. Plateau, 24,18%. Et Zou, 29,80%, à peu près 30%. Ce qui nous donne sur le plan national un taux de 30,14%. Nous avons la série A1 qui a livré un pourcentage de 41,86%, A2 31,53%, B 40,74%, C 53,21%, c'est l'un des taux plus élevés, D 22,84%, E 9,9%, c'est le taux le plus bas, mais aussi la série E comprend très peu d'adeptes en quelque sorte. EA 22,75%, ça a baissé. F1, nous avons un taux de 30,61%. F2, qui a connu une progression, 52,72%. F3, 40,14%. F4, 38,20%. Série G1, 48,54%. G2, 35,52%. G3, 33,83%. Il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de confusion de notes. Le résultat reflète effectivement les performances des candidats. Et comme vous le constatez, il n'y a pas beaucoup d'écart par rapport au bac de l'année dernière, ce qui veut dire que la rigueur qui existait a toujours continué cette année. D'abord, je félicite ceux qui ont réussi. Et ceux qui ont échoué, nous allons les encourager à mieux se former pour reprendre le bac et être aussi de bonne qualité pour pouvoir passer cet examen. Ça montre simplement qu'au niveau du système éducatif, dans l'ensemble, nous avons du travail à faire. Un travail à faire qui doit commencer depuis le niveau primaire. Ce résultat nous interpelle tous, aussi bien les parents, les élèves que les enseignants, les formateurs que nous sommes. Malgré ce résultat, nous avons quand même 33 616 candidats et candidates qui vont entrer à l'université. C'est aussi un autre souci pour l'université. Voilà, vous venez de suivre respectivement le directeur de l'Office du baccalauréat du Bénin, M. Alphonse Da Silva, suivi
de Marie-Odile Atanasso, ministre de l'Enseignement supérieur, retient que le taux d'admissibilité au baccalauréat pour le compte de cette année, c'est bien à 30%. On se rappelle bien, pour le BEPC, c'est 16%. Le certificat d'études de primaire, moins de 40%. Nous poursuivons le bulletin de l'information. Loin de l'éducation, le ministre de la Défense nationale, Candide Azanaï, a présidé ce jeudi la cérémonie de remise de dons de véhicules à la gendarmerie nationale. Au total, 42 véhicules pick-up ont été remis à la gendarmerie nationale du Bénin. La remise de dons a eu lieu au camp Guézo de Cotonou en présence du directeur général de la gendarmerie et du chef d'état-major des armées. Reportage, Loris Freddy Davo et Cyril Agbo. Le gouvernement du Bénin vient de réagir face à l'ampleur que prend l'insécurité au Bénin. Conscient de la délicatesse et de la sensibilité des questions de sécurité au Bénin et dans la sous-région, le ministre de la Défense, Candide Azanaï, a doté la gendarmerie béninoise en moyens roulants. C'est le quartier général du camp Guézo de Cotonou qui a servi de cadre ce jeudi à la cérémonie de remise de 42 pick-up neufs à la gendarmerie nationale du Bénin. Et ceci avec l'appui du Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB, une entité du ministère des Infrastructures et des Transports. L'ennemi aujourd'hui est difficilement identifiable, son volume est inestimable, sa marge de manœuvre incernable, sa localisation diffuse, ses motivations insensées. L'ennemi n'obéit à aucune règle et ne choisit pas ses cibles, hélas. Il est une véritable nébuleuse qui crée la désolation chez les grands et les petits, en Amérique, en Asie, en Europe et chez nous en Afrique. À travers cette première vague de véhicules, le ministre de la Défense, Candide Azanaï, entend permettre aux forces de sécurité publique de mieux quadriller les territoires à elles confiés. Si le Bénin, notre pays, n'a pas encore enregistré une manifestation terroriste, à proprement parler, la recrudescence d'actes de grand banditisme dans nos villes et campagnes et sur les grands axes routiers est un motif de préoccupation majeure pour le gouvernement et pour son chef. L'acuité et la complexité de la problématique sécuritaire commandent la formulation de réponses appropriées qui découlent d'une analyse situationnelle rigoureuse et procèdent d'une démarche programmatique bien pensée qui allie nécessité et réalisme aux fins d'emporter l'efficacité. La cérémonie de remise de moyens roulants qui nous rassemble cet après-midi est un autre témoignage de la volonté politique du gouvernement, du président Talon, d'assouvir la soif de sécurité des populations urbaines et rurales de notre pays. Monsieur le général, chef d'état-major général des armées, monsieur le colonel, directeur général de la gendarmerie nationale, le président de la République, chef suprême des armées et son gouvernement m'autorisent à remettre à la gendarmerie nationale ce jour, 14 juillet 2016, 42 véhicules pick-up 4x4, dont 36 doubles cabines et 6 monocabines. En votre nom à vous tous et à mon nom personnel, je leur adresse mes sincères remerciements pour l'effort ainsi consenti au profit de la gendarmerie nationale. Après avoir reçu les clés des 42 véhicules, le chef d'état-major général des armées n'a pas tari de gratitude à l'endroit du gouvernement. Beaucoup de joie parce que je suis très content à deux titres. D'abord, vous savez, les missions, on dit une mission des moyens. Bon, nous, forces armées, nous avons toujours eu des missions, mais les moyens ne sont pas toujours à la hauteur des missions. Donc, je suis très content de recevoir aujourd'hui 42 véhicules. 42, c'est beaucoup. Et je suis content d'abord par le fait qu'avec ça, ça améliore les conditions de travail de mes collaborateurs. Et qui dit dotation de moyens, en retour, on attend des résultats. Donc, mon directeur de la gendarmerie qui a reçu devant vous les clés de mes mains, il sait déjà que j'attendrai les résultats. Ce don de 42 véhicules à la gendarmerie nationale est une bouffée d'oxygène pour les forces de sécurité et de défense béninoises qui font face à l'une des pires périodes d'insécurité de ces dernières années.
Un reportage de Loris Davo et de Cyril Agbo. Certaines habitations situées dans le quartier Fidéon 2, dans le 12e arrondissement de la ville de Cotonou, ont été détruites sur ordre du préfet du littoral en début de semaine. Cette opération vise à favoriser le pavage de la voie de 30 mètres allant de Fidéon 2 à Kogbato dans le 12e arrondissement. Ce déguerpissement a créé une tension entre les agents du commissariat central de Cotonou et les citoyens, suivant la réaction de quelques occupants des lieux. Là où nous sommes ici, c'est ici que les policiers m'ont frappé. Plus de 30 policiers qui se sont jetés sur moi. Avec ma femme, on nous a frappé correctement, fait sortir les enfants, les taper, les blesser, jusqu'à ce qu'ils sont partis et restés à l'hôpital. Eux, on a fait des sérums, tout et tout. Et ils ont pris les 1 million que j'ai dans ma poche au moment où j'avais quitté à la banque directement pour venir ici, en complicité avec le préfet et Aïvodji. On ne nous a pas exhibé aucun papier, pas de préavis, ni rien. Ils sont venus seulement commencer par casser. On ne s'est pas levé pour aller construire sur la voie. C'est la mairie qui nous a montré nos 4 bornes et on a travaillé sur les bornes. Ils ont dit qu'ils veulent faire une voie de 15. Bon, ils ont commencé par faire des trous pour faire passer les caniveaux. On était là, subitement, ils ont dit qu'il y a gradé, il y a gradé. Il y a gradé où? Ils ont commencé par casser les choses, par casser la boutique. Tout ce qui est dans la boutique, on n'a même pas eu le temps de récupérer ce qu'on a dans la boutique. Et ils ont dit que c'est la mairie, et il y avait plein de policiers là, on ne pouvait même pas parler. J'ai dit, est-ce que vous avez un ordre pour casser? Ils ont dit que voilà, qu'il y a un papier maintenant, qu'on ne pouvait pas nous avertir. Mais on est dans quel pays? Ils ont dit rupture, on a voté pour la rupture. Maintenant, changement là, c'est ça qu'on a dû casser les gens sans nous avertir alors qu'on a tous les papiers. Les papiers de recasement, tout est là. Et on est dans un pays de droit. Je demande aux autorités, au président Talon, de venir à notre secours. Je n'ai plus rien. Rien, finalement, je n'ai plus rien. Finalement, je veux que la justice soit faite. On a tout perdu. Tout. Regardez. Tout, on a tout perdu. Voilà, quelques citoyens qui exprimaient leur désolation après la destruction de leur boutique, faut-il le rappeler, sur ordre du préfet du littoral. Dans le même contexte, les autorités interrogées ont réagi, notamment les autorités municipales et préfectorales. Le chef du 12e arrondissement, le 3e adjoint au maire et le préfet du littoral ont fourni des explications au sujet du déguerpissement. Reportage. Ce 12 juillet 2016, certaines habitations sur acte préfectoral ont été détruites dans le quartier Fidéon 2 à Kogbato, dans le 12e arrondissement de Cotonou. Cette opération avait pour objectif de libérer une voie de 30 mètres illégalement occupée selon les autorités municipales. Cette action a été préparée. Ils ont été sommés régulièrement. Donc, ils savaient que nous venions pour cette opération-là. Mais c'est pendant qu'on les sommait, c'est à ce moment qu'ils accentuaient les travaux sur leur domaine-là. On peut annuler des lotissements. Pour des besoins de développement, on peut vous exproprier même. Mais nous, par rapport à des individus qui sont des occupants illégaux et les 8 milliards de financement de la Banque mondiale à travers ce projet-là, on les a dit calmement. Essayez de regagner votre place initiale et libérer la voie publique qui a été anarchiquement morcelée. Le préfet a demandé les pièces. Aucun d'eux n'a osé donner leur titre de propriété, leur convention de vente. Ils n'ont pas donné. C'est de là, le préfet, après analyse des documents, a pris sa responsabilité par un arrêté ordonnant à la mairie de dégager l'emprise des 30 mètres amputée. Tout ce qui touche à la population, c'est moi qui gère ça. Et j'étais sur les lieux étant le maire intérimaire. Confronté à la réticence des occupants à démolir par eux-mêmes les habitations concernées, le préfet du littoral aurait donc pris des mesures extrêmes qu'il explique ici. J'ai pu observer que la voie de 30 mètres qui devait recevoir les infrastructures a été réduite de 15 par certains individus qui estiment
avoir un droit de propriété sur ce domaine qui relève du domaine public de l'État. Pourquoi tous les autres riverains ne sont pas venus dans la limite des 15 mètres comme ils l'ont fait? Pourquoi d'autres ont respecté la limite des 30 mètres? Au regard de tous ces éléments, et en prenant en compte les priorités nationales, j'ai pris un arrêté portant déguerpissement des occupants illégaux, n'est-ce pas, de la dite rue, pour permettre à l'État béninois non seulement de bénéficier, n'est-ce pas, de ce financement, mais beaucoup et surtout pour permettre aux populations qui sont inondées à la moindre pluie d'avoir quand même un ouf de soulagement pour pouvoir garantir le minimum de sécurité au niveau, n'est-ce pas, de ces populations. Au surplus, pour limiter les litiges induits par les opérations anarchiques de lotissement dans la ville de Cotonou, le tout nouveau préfet du littoral a décidé de surseoir provisoirement à tous travaux de recasement. Et comment la Société béninoise d'énergie électrique SBEE et la Société nationale des eaux du Bénin facturent ses clients, certains consommateurs se posent la question justement, ne comprenant pas justement les factures qu'on leur envoie chaque jour. La rédaction de DEN Télévision s'est intéressée à la question. Pour s'en convaincre, Maurice Agua s'est rapproché de certains abonnés dans la ville de Cotonou qui se plaignent des factures qu'ils qualifient de salées et d'une facturation fantaisiste. Reportage. Les Béninois abonnés de la Société nationale des eaux du Bénin et de la Société béninoise d'énergie électrique ne font plus confiance aux factures délivrées par les dites sociétés. Et pourtant, au verso de ces factures, il est mentionné comment calculer les consommations pour, par exemple, un client domestique. Dans ces investigations sur l'énergie électrique au Bénin, dans le cadre du projet Média pour le développement porté par le journal La Croix, le père Eman Juste Nadoou Awanou confirme l'incapacité de la majeure partie de la population à comprendre ces méthodes mathématiques. La plupart d'entre nous, quand nous recevons nos factures, nous regardons seulement le montant final. Et quand c'est trop, nous nous écrions c'est trop. Et nous allons payer pour éviter tout problème et tout désagrément. Mais nous nous posons rarement la question de savoir si notre facture est exacte ou juste, malgré les informations au verso pour nous renseigner sur la structuration de la facturation par la SBE. Mais le calcul paraît complexe pour la moyenne de nos citoyens qui ne daignent point s'y hasarder. Médis, journaliste, un abonné de la SONEB et de la SB2E, évoque les raisons de ces limites à vérifier ces consommations d'eau et d'électricité facturées. Au verso de ces factures, qui a des calculs, qui a des chiffres, mais que je n'ai jamais eu la présence d'esprit de vouloir vérifier. Je n'ai jamais cherché à pousser cette curiosité parce que je trouve ça déjà de trop compliqué. Il exprime l'absence du capital confiance entre fournisseurs et consommateurs. Je ne fais pas confiance à ces chiffres, mais on n'a pas le choix, c'est qu'il faut régler, puisque si vous ne réglez pas, il y a le risque, ou bien la menace d'être coupé qui est là. Les explications de ce fonctionnaire d'État à la retraite en disent long. 4 216 payés le mois de mai est encore reporté sur le mois de juin, 4 216. Je me demande comment ce calcul se fait. Pour 2 mois différents, même montant, alors là, il n'y a même pas 1 franc de soustrait, ni 1 franc de plus. Je n'ai pas mon temps à perdre, à aller chercher, à savoir ce qui est écrit là. Ces consommateurs appellent donc ces sociétés d'État à une prise de conscience. En principe, les charges d'eau et d'électricité doivent peut-être faire un pourcentage très minime. Voilà, mais c'est que quand on calcule comparativement aux revenus, et que le pourcentage que ça fait dans les revenus, c'est que c'est une part non négligeable du revenu qui sort par là. Il faut que désormais, qu'ils reprennent leurs choses. Si c'est la formation qui leur manque, que ces agents-là, qu'on les recycle. Sinon, ça ne va pas. Au vu des plaintes répétées des consommateurs, il est donc souhaitable que la Société nationale des eaux du Bénin et la Société béninoise d'énergie électrique revoient la qualité du service pour la satisfaction de leur clientèle. Et puis, on va s'intéresser à présent à l'ouverture de la 2e session extraordinaire
de l'Assemblée nationale. Les députés ont suivi en marge de la plénière l'atelier sur la participation du Bénin à la COP 21 à Paris. La plénière a été présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Rondoté. Vous aurez les précisions dans nos prochaines éditions. Hors du Bénin, l'opposant historique ougandais Kizza Besigye entend poursuivre sa campagne de défiance. Remis en liberté sous caution, Kizza Besigye n'entend pas baisser la lutte contre la corruption. Il a promis ce mercredi devant la presse de poursuivre sa campagne de défiance envers le président Yoweri Museveni. On écoute un extrait de sa déclaration. Whether I was sworn in as president and is treasonable, we shall sort out in court. And all the matters that relate. On m'a dit que j'ai prêté serment en qualité de président et que ça, c'est un acte de trahison. Alors, nous réglerons ça au tribunal. Et toutes les questions qui se rapportent à des élections dont j'ai été accusé de trahison, nous devrons examiner tout ça au tribunal. The way we have behaved after the elections has turned into treason. Really? La façon dont nous avons agi après les élections s'est retournée en trahison. Vraiment. Vous savez que ça, c'est le problème quand vous avez la croyance en la force des armes. Belief in the force of arms. Les détenus qui devraient être là sont en train de mettre leur cravate autour du cou et en train de se déplacer dans des véhicules climatisés dans cette ville. Qui volent des billions, ils ne sont plus en train de voler des milliards. Qui volent des milliards de shillings, ce sont ces détenus qui auraient pu les utiliser pour aller à l'école. Who steal trillions of shillings that those inmates could have used to go to school. À l'instant, Kizza Besigye, le chef de file de l'opposition ougandaise, la France, en pleine réjouissance, a été frappée par des actes terroristes à Nice hier. Au moins 84 personnes ont été tuées, dont des enfants, des dizaines de blessés ce jeudi 14 juillet sur la promenade des Anglais à Nice, dans le sud-est de la France, par un camion qui a foncé sur la foule rassemblée pour le feu d'artifice de la fête nationale. Il faut préciser que le chauffeur du camion de 19 tonnes a été abattu par la police. Mais dans les propos de François Hollande, président français, il s'agit d'une attaque terroriste dénonçant une monstruosité. Il a également annoncé la prolongation de l'état d'urgence dès 3 mois qui devait initialement s'achever ce 26 juin. Et puis, retour sur le défilé militaire. Avant de rallier les Champs-Élysées, François Hollande a d'abord procédé à une revue des troupes à l'Arc de Triomphe en compagnie du chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers. Le premier ministre néo-zélandais, John Key, et le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, John Kerry, étaient également présents dans la tribune d'honneur. Pour ce défilé, ce sont 3200 soldats, 55 avions, 30 hélicoptères et 212 véhicules qui ont rendu hommage cette année à toutes les formes d'engagement, que ce soit dans l'armée, les forces de sécurité intérieure, le service civique ou la réserve. Direction les États-Unis où Donald Trump a changé le cours de la campagne présidentielle de novembre prochain aux États-Unis à cause de déclarations tonitruantes. Donald Trump a eu sa revanche moins d'un an après son entrée fracassante dans la course à la Maison-Blanche. Le milliardaire américain de l'immobilier est devenu le candidat naturel du Parti républicain, capitalisant sur la colère de l'électorat. Reportage. 12 derniers mois, Donald Trump s'est imposé comme le candidat à la présidence américaine le plus controversé de ces dernières années. Donald Trump appelle à l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis. Oui, nous allons avoir des murs et oui, le Mexique va payer pour ce mur à 100%. On va tous ensemble rendre l'Amérique formidable à nouveau. Homme d'affaires milliardaire sans aucune expérience politique, 2 fois divorcé puis remarié, il est aujourd'hui père de 5 enfants, dont 3 qui l'aident à manœuvrer sa campagne. Trump dit avoir construit sa fortune grâce à un petit prêt d'$1 million de son père qui l'a fait fructifier. Pourtant, même s'il promet de gérer le pays comme ses affaires, le magnat de l'immobilier a connu quelques faillites. Une faiblesse que ses adversaires aiment souligner.
Faites en sorte qu'il n'ait jamais l'opportunité de mettre l'Amérique en faillite, comme il l'a fait avec ses propres affaires. Les déclarations de Trump envers les musulmans lui ont valu la critique de David Cameron. Parmi la communauté internationale, il serait loin d'être le seul, selon le président des États-Unis. Ils ne savent pas vraiment s'il faut prendre au sérieux certaines de ces affirmations. Mais ils sont, pour de bonnes raisons, ébranlés par ces propos. Des réticences exprimées aussi dans le camp républicain. Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants, a exprimé son désaccord sur les propos de Trump envers un juge fédéral au soi-disant héritage mexicain. Prétendre qu'une personne ne peut pas faire son travail en raison de son origine ethnique relève du cas d'école d'un commentaire raciste. Cela doit absolument être désavoué, c'est inacceptable. Et pourtant, Donald Trump a bel et bien convaincu les électeurs des primaires. Il y a un an, il faisait face à 16 adversaires républicains. Mais à une époque où personne ne croyait en lui, l'homme d'affaires les a écartés les uns après les autres. Qu'un nouveau venu en matière de politique prenne les devants était un choc en vue de son succès. Il a compris les électeurs américains mieux que des politiciens professionnels. Provoquant, charismatique et brutal, Trump va devoir maintenant se confronter à un défi de taille. Hillary Clinton. Voilà, ainsi va l'actualité sur Eden Télévision. C'est la fin du bulletin de l'information. Merci à vous Antoinette Sagbo, de nous l'avoir présenté. Tranquille à 4 Benotin, merci mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité. On vous aime. Le conducteur de Taxi Moto se prononce sur la deuxième visite du président de la République du Bénin en France. Voici On vous aime. Vous n'aurez pas droit à votre chronique l'opinion de James William Gbagidi pour des raisons indépendantes de sa volonté. Je vous aime sur Eden TV. Notre président Patrice Talon a été à France pour notre développement du pays. Parce que aucun président ne peut pas venir sans s'approcher de France. Donc ce président ne peut rien faire sans France. Moi, ça me fait plaisir pour qu'il soit à France. Parce que sans le blanc, on ne peut rien faire au pays. Au moins, quand même, notre président, il a été en France en ce jour. Bon, le problème qu'on a ici, là, lui, il est arrivé là-bas. Bon, il peut leur expliquer, bon, on peut nous aider dans le pays. Parce que le Bénin, nous savons qu'on n'a pas de l'argent au Bénin. Donc, c'est toujours les Français qui nous aident ici. Je vous aime sur Eden TV. Il se prononce ainsi. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG. Voilà, Matin de Den se poursuit. La chanson du jour, une proposition de Koudi. Koudi, c'est une artiste de la chanson du Bénin. Mais avant, nous allons pousser la chansonnette avec une personnalité, un citoyen du Bénin, Moriagua, déjà bien installé. Bonjour. Oui, bonjour Tranquillin Akad Benotin, bonjour aux téléspectateurs de Den TV, aux auditeurs de Diaspora FM. On va pousser la chansonnette avec qui aujourd'hui? Aujourd'hui, on va pousser la chansonnette avec un comédien. Et vous savez, nous sommes vendredi et il faut repartir en week-end avec sourire aux lèvres. Et bien sûr, nous voudrions inviter le comédien, l'artiste comédien, Anato. Vous le connaissez, fidèle à Anato. Fidèle à Anato dit le baobab. Le baobab qui va nous faire rire. Suivez plutôt.
Rotiole, Montiwa, Jaka, Notum, Boronfi, Wavidu, Chinu, Shrume, Arabia, Matina, Chinavio, Rotiole, Montiwa, Jaka, Notum, Boronfi, Wavidu, Chinu, Shrume, Arabia, Matina, Chinavio. J'aime bien cette chanson de ma grande sœur, la reine du BT, parce que c'est une chanson qui incite le pauvre à se battre pour pouvoir faire des réalisations. Parce qu'on dit souvent qu'il y a des gens qui peuvent gagner 100 000 francs le mois, qui ne peuvent rien réaliser, mais des gens qui peuvent gagner 50 000 francs seulement le mois et réaliser avec ces 50 000 francs-là. Donc le plus pauvre dit je suis pauvre, mais mine de rien, quelquefois, il réalise plus que les plus nantis, les plus riches, qui quelquefois aussi gaspillent leurs revenus ou leur richesse. Rotiole, Montiwa, Jaka, Notum, Boronfi, Wavidu, Chinu, Shrume, Arabia, Matina, Chinavio. Pousser la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM, c'est génial. Yes! Voilà un chef-d'œuvre de Norbeka qui a plu à Nator, fidèle à Nator, dit le baobab dans l'univers des artistes comédiens du Bénin. Tout à fait, et les artistes, ils ont toujours cette inspiration d'aller chercher ce qui peut faire rire, ce qui sort de l'ordinaire, une chanson bien chantée par Norbeka. Voilà comment Fidèle à Nator trouve à apporter une touche pour faire rire les téléspectateurs et les auditeurs tranquilles à Cadre. Merci à vous, Maury Agoué, merci à Fidèle à Nator qu'on suit de près depuis quelques années, qui excelle dans son art. Du théâtre à la musique, il n'y a que quelques centimètres. Nous allons justement franchir cette distance-là pour retrouver Koudi qui nous propose une chanson pour faire plaisir à vous qui nous regardez un peu partout au Bénin, en Afrique, et vous qui nous suivez à travers la radio Diaspora FM 102.3. Je vous rappelle, juste après cela, nous allons inviter nos invités pour l'instant débat fait croiser, qui s'intéressent aux dernières mesures pour sécuriser Dantokpa. Pourront-elles prospérer ces mesures suite à un arrêté préfectoral? Deux invités, Hébert Ouimbo, il est journaliste, éditorialiste, Noé Kossius Doto, directeur de publication du quotidien La Guérite. Peggy Ludovic Dagba rejoindra l'équipe.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Eden TV pour vous informer sur l'actualité africaine. Info d'Afrique, c'est une édition qui vous permet de revivre tous les événements qui se sont déroulés dans la semaine sur le continent. C'est tous les dimanches à partir de 11h. Après plusieurs mois d'absence, votre émission Droit et Devoir revient avec des sujets encore plus intéressants, des thèmes qui touchent votre quotidien. Prenez donc le rendez-vous. Les infos sur Eden TV, mesdames, messieurs, bienvenue. Bienvenue dans ce journal. Mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre. Très ravi de vous retrouver. Merci de l'avoir suivi sur Eden TV et passé d'agréables moments en notre compagnie. Matin d'Eden se poursuit, c'est le moment de suivre l'instant débat. Fait croisé, nous sommes en direct, faut-il le rappeler, sur Diaspora FM 102.3. Les dernières mesures pour sécuriser Dantokpa, le plus grand marché de la sous-région, pourront-elles prospérer? C'est à cette question que vous tentez de répondre les invités de Faire croiser. Peggy de Victagba, bonjour. Bonjour à vous, tranquille à Cadmirantin, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Vous l'avez dit, le marché d'Antokpa est le plus grand marché de la sous-région. Et en tant que tel, tous les soins devraient lui être apportés pour sécuriser autant ceux qui y vendent que ceux qui le fréquentent, les usagers, je veux dire. Et on a encore en mémoire cette agression totalement inhumaine à laquelle on a assisté il y a de cela quelques années en arrière. Je veux parler bien évidemment de ces hors-la-loi qui étaient venus perpétrer leur braquage et repartir sans problème. Et quelques mois en arrière, un an ou plus, on a eu également droit à cet incendie qui a ravagé une bonne partie de ce grand marché. Aujourd'hui, ces usagers sont en train véritablement de penser leur plaire. Alors c'est nécessaire donc de vraiment prendre toutes les mesures qu'il faut pour sécuriser ce marché. Et c'est de ça que nous allons parler, surtout que le tout nouveau préfet du département du littoral, qui n'a que
la ville de Cotonou, dans son giron, a commencé véritablement à prendre des mesures. Nous allons analyser tout ceci avec deux invités sur ce plateau. J'ai nommé le premier, Hébert Oimbo, il est éditorialiste. Bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Daba et bonjour téléspectateurs fidèles de Eden TV. Ce que vous ne dites pas souvent, c'est que vous avez une formation d'administrateur civil aussi. Oui, et je vais essayer de voguer entre le chroniqueur et le conseil sans doute de l'autorité préfédérale. D'accord, merci beaucoup. Nous avons avec vous Cassius Noé Dotou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de publication de La Guérite. La Guérite. C'est un journal qui paraît. Tout à fait. Entre-temps, vous étiez seulement sur le net, mais là, vous commencez véritablement à apparaître. Apparaître, en version papier. Alors, ce marché d'Antokpa vous inspire quoi? Le marché d'Antokpa m'inspire beaucoup de choses. Le marché d'Antokpa, d'abord, c'est le plus grand pôle de concentration économique en République du Bénin. Le marché d'Antokpa, c'est le grand espace des affaires en République du Bénin. Le marché d'Antokpa, c'est finalement tout. C'est la rencontre des hommes. C'est quelque part où se déroulent plusieurs négociations. Alors, c'est un espace où on procède au Bénin à la rentabilité de l'économie. Mais nous avons constaté que depuis peu, ce marché est soumis, bien sûr, à des traitements crapuleux de la part des hors-la-loi. Et c'est justement dans ce sillage que lorsque Modeste Tobola, l'actuel préfet, a pris service à la tête du littoral, il a décidé bien sûr d'ériger des mesures sécuritaires pour pouvoir permettre à ce marché-là d'être effectivement ce que les Béninois attendent de lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà des voix contestataires qui se lèvent. J'ai lu certains confrères qui ont parlé, bien sûr, d'agitation politique. Nous sommes d'accord de la part de Modeste Tobola au regard de cette décision qui est prise. Bon, c'est vrai, nous sommes en démocratie, comme je le dis souvent. Chacun a la liberté d'expression et de parole. Mais ce n'est pas pour autant une raison pour jeter de l'opprobre à une initiative qui est prise dans l'intention, bien sûr, de la sécurisation de la chose publique. Et donc moi, qu'est-ce que je veux dire? Je tiens simplement à féliciter le préfet Tobola et à lui demander d'aller au bout de cette décision et de cultiver... Mais quelle est cette décision-là? Oui, cette décision consiste à interdire, vous voyez, l'accès au marché des véhicules, d'abord des motos, nous sommes d'accord, et aussi certains véhicules. Parce qu'on a constaté que l'espace ou bien l'intérieur de ce marché-là est soumis à une exploitation, vous voyez, non orthodoxe, à une exploitation, je ne vais pas dire illégale, pétodière. Et donc, il va falloir prendre des mesures pour pouvoir... C'est-à-dire qu'il y a des motos qui circulent. Il y a des motos qui circulent et empêchent bien sûr la circulation. Il y a des voitures. Il y a des voitures, il y a des motos qui circulent à l'intérieur du marché, ouais, et qui empêchent maintenant la libre circulation des personnes et des biens. Et donc, Modeste Tobola a trouvé que c'est un paradoxe. Et donc, il faut régulariser la situation. C'est en cela qu'il a pris une décision pour pouvoir parvenir à cette fin. Hubert Oimbo, vous êtes éditorialiste, oui, vous êtes aussi dans la peau de conseiller de l'autorité préfectorale. Quels sont les argumentaires qui sous-tendent l'initiative? Puisqu'il y a beaucoup de contestations dans le rang des citoyens, des usagers. Je crois que la contestation, d'abord, je voudrais remercier mon vis-à-vis pour l'éclairage fait par rapport à l'importance géographique, l'importance commerciale et l'importance économique, n'est-ce pas, de ce marché qui reste quand même un centre important des affaires dans notre pays et notamment dans le département du littoral. Et je pense que le foyer d'insécurité que nous avons se situe essentiellement, et dit essentiellement en ce qui concerne la sécurisation, n'est-ce pas, des finances commerciales dans cet arrondissement-là, où se trouve le marché d'Antokpa. Et je pense qu'il est important quand même
d'analyser autrement le phénomène et de trouver une solution. Étant donné qu'il s'agit d'un poumon commercial, il faut nécessairement apporter non seulement du confort, mais de la sécurité pour les acteurs. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'autour du marché d'Antokpa, nous avions aussi des institutions financières qui se sont installées. Et pour cela, le plan de circulation dans le marché pose problème. Posait problème, a posé problème et continuera de poser problème parce que l'aménagement et le phénomène de l'urbanisation fait que le marché devient de plus en plus un casse-tête pour l'aménagement, aussi bien pour les mesures de sécurité en cas d'urgence que pour la rentabilité d'un certain nombre, n'est-ce pas, de moyens logistiques au niveau de ce marché-là. Et donc, nécessairement, il va falloir pour ce marché avoir un plan, non seulement un plan de sécurisation des biens et des personnes à ce niveau-là. Et je crois, comme vous l'avez évoqué, qu'il est important de tenir compte du phénomène ou bien des récents événements qui ont eu lieu, n'est-ce pas, au niveau de ce marché. Nous avions eu l'incendie et pour porter secours, ça a été tout un problème. Le marché a été reconstruit, a tenu compte d'un certain nombre de paramètres et pour cela, il va falloir quand même accompagner, n'est-ce pas, ces infrastructures en un plan de circulation. Alors, dans ce que l'autorité préfectorale a eu à faire, je pense que c'est de faciliter, n'est-ce pas, cette approche sécuritaire du marché et les contestations, elles sont légitimes, sans doute. Vous savez, quand il y a une réforme, il y a toujours des grincements de dents et que je pense qu'avec le temps, avec beaucoup de sensibilisation, avec beaucoup d'explications, beaucoup de communication, eh bien, les populations vont adhérer. Il est important de faire remarquer 2 ou 3 choses essentielles. La première chose, c'est que le plan de sécurisation ne vise pas à abîmer quelqu'un. Personne n'a intérêt à empêcher, n'est-ce pas, non seulement la fluidité, à empêcher que les commerçants puissent vaquer plus librement, n'est-ce pas, à leurs occupations. Deuxième raison, c'est qu'il y a des problèmes réels de sécurisation de leurs biens et marchés. Et ce sont eux, ce sont les populations, et c'est un appel pressant des citoyens pour que nous ayons, n'est-ce pas, une assurance, une sorte de garantie pour que les affaires puissent marcher normalement. Et donc, l'autorité préfectorale, le gouvernement, le ministère en charge, n'est-ce pas, de ce marché, tous ont trouvé qu'il faut apporter une solution. Une solution est proposée. Sera-t-elle efficace? Théoriquement, oui. Il va falloir... Ça, c'est la grande question de l'émission, de ce débat. Oui. Est-ce que vous pensez que vraiment ces mesures-là vont prospérer, vont aider à la fluidité et vraiment sécuriser les biens des personnes? Et je vais enrichir la question de Peggy Ludovic Dagba en disant que vous ne pensez pas qu'il faille prendre un package de mesures. L'un de cet acte n'est pas pris par l'autorité préfectorale, les échelonner sur une durée afin de rendre le marché d'Antokpa moderne. Vous le savez, aujourd'hui, il n'y a pas de couloir de sécurité au marché d'Antokpa. Vous avez évoqué le cas de l'incendie qu'on a enregistré dans ce marché il y a quelques mois. Les sapeurs-pompiers ont eu du mal à éteindre le feu, justement parce qu'il n'y avait pas de couloir de sécurité. Tout ça, on doit pouvoir déjà prévoir ça à travers une mesure enregistrée. En tout cas, tous ceux-là qui sont dans ce marché, parce qu'il y a des gens dans ce marché que les autorités préfectorales, même la SOGEMA, ne maîtrisent pas. Et on sait très bien qu'il y a, qu'on le veuille ou non, ça viendra. On ne le souhaite pas, les risques d'attentats terroristes. Si ça doit frapper, c'est forcément là où il y a du monde que ça frappe. Donc, ne pensez pas qu'il est important de mettre en place un package de mesures afin de les échelonner sur une mesure, en tout cas une durée donnée pour éviter des grincements de dents, des problèmes après. Absolument. Et cette question, vous avez abordé beaucoup de problèmes qui sortent aussi bien, de la compétence, n'est-ce pas, de l'autorité préfectorale et qui relèvent, n'est-ce pas, beaucoup plus de la préoccupation du pouvoir central. Et tout ça, là, l'un mis dans l'autre, constitue quand même une préoccupation essentielle. Et pour répondre, n'est-ce pas, aux besoins urgents actuellement de sécurité, il fallait trouver une solution conjoncturelle. Ce que vous parlez des questions, vous parlez de solutions structurelles, donc c'est ça que vous appelez package. Évidemment que le marché d'Antokpa mérite, n'est-ce pas, pas d'être reconstruit, mais de revoir, n'est-ce pas, un aménagement au niveau de ce marché. Et cela va se faire de façon progressive. Je pense que l'incendie, ce n'est pas
on ne devrait pas souhaiter ça. Et je crois que pour la reconstruction avec le génie civil, eh bien, il y a eu un plan qui permet, en ce qui concerne la partie qui a été reconstruite, qui permet quand même une sorte de fluidité en tenant compte des événements qui sont arrivés. Et je pense aussi qu'il va falloir continuer sur le côté Est, n'est-ce pas, de ce marché. Il va falloir continuer l'aménagement de façon progressive, de façon consensuelle et participative avec aussi bien les acteurs du marché que les autorités municipales et préfectorales. Je crois aussi que, comme vous le dites, il va falloir, et je pense que le gouvernement précédent aussi a trouvé cette solution à partir de l'incendie pour que nous puissions revoir le visage, n'est-ce pas, du marché d'Antokpa. Il faut nécessairement reconstruire cela. On ne peut pas dire aux gens de partir et qu'on va reconstruire avant de les réinstaller. Cela va se faire de façon progressive, de façon consensuelle. Et je pense que pour le marché d'Antokpa, il est important, n'est-ce pas, de réaménager non seulement au niveau de la baie, de revoir tout, parce qu'il y a une sorte d'installation anarchique et on ne sait pas exactement qui sont ceux qui viennent s'installer pour vendre. Et vous savez qu'il règne là une gentille pagaille démocratique. Et donc, cela, l'identification, n'est-ce pas, de ces hangars, ceux qui y sont, constitue de plus en plus de problèmes parce que les gens, ils ont un nom, mais en réalité, ceux qui occupent, ce sont d'autres personnes, ainsi de suite. Donc, il va falloir quand même, pour cela et pour les risques que vous évoquez, qu'on puisse trouver une solution à long terme. Et cette solution à long terme passe nécessairement par un réaménagement, n'est-ce pas, du marché d'Antokpa. Et je crois que les autorités connaissant très bien non seulement l'utilité économique, l'utilité commerciale, l'utilité financière de ce marché, et ces autorités ont sans doute un plan qui est là, mais ce plan mérite d'être actualisé et être futuriste. Alors, la question trouve en tout cas son sens beaucoup plus par rapport à cette actualité qui a eu lieu cette nuit à Nice, où vous avez vu cet attentat qui, ma foi, fait déplorer plusieurs victimes. Antokpa étant une zone de concentration humaine par jour, est-ce que ces mesures n'auraient normalement pas-elles fait objet de concertation entre la SOGEMA, entre, comment dirais-je, la préfecture et même les usagers pour que cette masse de je veux dire, contestation qui s'élève puisse être amoindrie? Est-ce que vous avez l'impression que, bon, il y a eu ce préalable-là? Oui, je pense, pour ma part, que l'autorité préfectorale n'aurait pas prendre une décision unilatérale. Parce que, déjà, il y a la mairie qui est là. Certainement que précédemment, elle aurait engagé des actions en la matière que l'autorité préfectorale a voulu renforcer. Maintenant, quant à la question de l'aboutissement ou non de cette décision, je pense que, c'est vrai, nous sommes dubitatifs. Est-ce que ça va prospérer ou non? Mais comme nous connaissons les mesures ici au Bénin. Oui. On prend les mesures, on est rigoureux, mais quelques temps après, on lâche. Oui, je voulais en venir. C'est la situation antérieure qui revient. Je voulais en venir. Au-delà, vous voyez, de la prise des mesures, il faut l'engagement, il faut la volonté. Vous savez, Albert Einstein disait que la volonté est la force motrice qui fait prospérer une action. Qu'est-ce que moi j'aimerais dire? Lorsque Modeste Oboula a pris cette décision, l'autre chose à laquelle il va penser, bien sûr, c'est de créer des conditions de réussite de cette décision-là. Quelles sont ces conditions? Il faut bien sûr la sensibilisation, d'une part, et d'autre part, les mesures répressives. Dans ce pays, lorsque l'ex-directeur de la police, l'ex-directeur général de la police nationale, je vais nommer Philippe Moundélion, a pris la décision de faire imposer ou respecter aux Béninois, vous voyez, l'exploitation des pistes cyclables, ça avait coulé d'encre et de salive. Il y avait des contestations, il y avait même des affrontements. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ce motocycliste-là qui va oser violer cette loi parce que justement, il avait tenu jusqu'au bout. Et donc moi, je pense que Modeste Oboula ne doit pas regresser chemin. Modeste Oboula doit assumer sa décision jusqu'au bout, quel que soit ce que cela va coûter.
Parce que nous connaissons l'attitude récidiviste du Béninois. Le Béninois, comme je me plais bien à le dire, qu'il m'en excuse, n'a pas une bonne gestion de l'espace public. C'est pour moi. C'est notre chose commune. On peut en faire ce que nous voulons. Regardez par exemple le traitement auquel on soumet les trottoirs dans les villes du Bénin, notamment à Cotonou. Ce n'est pas séant. Regardez ce qui se passe. Je crois qu'il y a une décision aussi dans ce sens qui devrait pouvoir être exécutée dans les prochains jours. Oui, bien sûr. Des terre-pleins. Bien sûr, moi, les terre-pleins, parce que d'ailleurs déjà, le président de la République même a pris la décision d'interdire l'exposition des véhicules de vente sur les terre-pleins de Cotonou. Les acteurs de ce domaine commercial-là s'indignent à la télévision disant que mais, si Talon fait ça, mais qu'est-ce qu'il veut que nous mangions? Voilà par exemple autant de questions pessimistes qui amènent le Béninois à ne pas respecter la décision engagée par le développement, pour booster le développement. Le Bénin, c'est notre chose commune. Son honneur est le nôtre, sa dignité est bien sûr la nôtre. Si nous l'avilissons, c'est nous-mêmes que nous avilissons. Et par conséquent, il va falloir que quand on engage une décision, il faut forcément aller au bout. Il faut prendre les mesures précautoires qui vont permettre bien sûr à cette décision de prospérer. Donc, pour ma part, c'est ce que je pense. Et puis, quand on a interdit aux motos je ne sais pas pourquoi, on a interdit aux motos de circuler au sein du marché. Donc, c'est une mesure vraiment sécuritaire. Maintenant, il va falloir que l'autorité préfectorale, en collaboration avec les autorités municipales, propose quelque chose aux usagers. Parce que lorsque vous venez au marché d'Antokpa à l'entrée, et vous devez quitter là pour aller à un point B, qui est situé peut-être à 2 km ou bien à 1 km et demi de là où vous allez acheter votre produit, cela pose un problème. Est-ce qu'il va falloir développer une autre filière de transport au sein du marché d'Antokpa qui sera en tout cas réglementée par la Sojima ou par la mairie de Koto, je ne sais pas. Tout ça, c'est à prévoir. C'est pour ça que je parlais de package de mesures. Oui, gouverner, c'est prévoir. Et ce n'est pas parce qu'il y a un problème pour la circulation qu'il faut amener les motos là-bas. Les motos, on trouvera là où il faut les paquer. C'est vrai que ça va faire... Pourquoi ne pas trouver pourquoi ne pas trouver là où il faut les paquer avant de prendre la mesure? Vous allez me dire qu'ils sont très distants par rapport au marché. C'est ce que vous allez dire pour eux. On va faire un peu de sacrifice, ça va rentrer dans nos habitudes. Ça va rentrer dans nos habitudes. Et vous pensez que l'usager qui est venu s'acheter très rapidement quelque chose va passer un temps fou à marcher au sein du marché avant d'aller à destination? Marcher aussi, c'est quand même bien pour la santé. Oui, on le sait, mais et même en dehors de ça, c'est bon pour la santé. Et en dehors de cela, on ne va pas, par rapport au risque de sécurité, demander aux gens de traîner leur moto au niveau du marché. Ils vont les paquer au niveau des packs de garde de moto, et ils vont faire le déplacement pour venir. Ça ne va pas tuer. Ça ne va pas tuer. Il y en a encore là aussi, il faut les organiser parce que les gens se lèvent, ils disent qu'ils font garde de vélo, ils ont des tickets de façon... Et ça aussi, c'est des sources d'insécurité parce que les plaintes que nous avons souvent pour ces motos volées au niveau des gardes de vélo et autres là, et qui sont restés sans suite au niveau de nos commissariats, il va falloir encore trouver ces solutions. Je pense que le Bénin, c'est un vaste chantier en matière de sécurité et il faut trouver les solutions. Les solutions ont commencé et puis cette réactivité et cette volonté, c'est le volontarisme qu'il faut saluer. Un volontarisme flamboyant de l'autorité préfectorale qui n'est pas en fait une autorité isolée. Il est important de faire remarquer que le préfet, il est le représentant du chef de l'État et chacun des ministres pris individuellement. Est-ce que vous avez l'impression que les autres compartiments de ce marché-là sont concernés, sont associés plutôt à la prise de cette décision-là et à l'application? Oui. Je veux parler de la Sojima, je veux parler de la mairie de Cotonou, je veux parler un peu de toutes les parties prenantes. Oui, ils sont au courant, c'est ça. Je vous dis que l'autorité n'est pas une autorité isolée. Vous voyez? Et qu'il y a d'abord le ministère de tutelle, il y a le gouvernement, et il y a bien les partenaires. On ne peut pas faire ces mesures d'envergure sans en informer, n'est-ce pas, les partenaires qui doivent accompagner ces mesures-là. Et ces grincements de dents, même après la mesure, il faut continuer toujours pas à dialoguer, à informer, à montrer aux gens le sens et la portée de ces décisions. Et je pense que ces décisions continuent, n'est-ce pas, de faire l'objet non seulement de concertation pour la mise en œuvre et le suivi de l'efficience de ces décisions,
Et vous savez qu'en la matière, nous sommes dans un domaine dynamique. Il y a des hommes et des acteurs et qu'on n'est jamais borné sur ces mesures-là. En cours d'application, dans la mise en œuvre de cette application, il se pourrait qu'entre la théorie et entre la portée qu'on a donnée et que sur le terrain, il y a quelques réajustements à faire. Et ces réajustements, l'esprit ouvert des autorités permettra de trouver ces solutions. Donc, le paquet dont vous parlez, sans doute va trouver, mais face à l'urgence en question de sécurité, parce que n'oubliez pas, ce dont Cotonou a besoin, d'abord, et les populations, vous avez vu les récriminations ces derniers temps, c'est la sécurité. Sécurité et sécurisation des personnes et des biens, c'est ce dont nous avons besoin. Et ça passe d'abord par ce que vous avez dit pour que les forces de l'ordre, les forces de sécurité puissent trouver et les moyens qui ne sont pas que tout le temps, ce n'est pas que financier. Il faut avoir l'espace, il faut avoir les conditions, n'est-ce pas, pour la mise en œuvre des stratégies, pour la mise en œuvre, n'est-ce pas, des protocoles de sécurisation, n'est-ce pas, non seulement du littoral, mais des personnes, des biens. Ça passe par le déguerpissement auquel vous faites allusion, nationale. Donc, il faut nécessairement que, pour l'aménagement, la légalité soit de règle. La légalité doit être de mise, et partout sur le littoral. Et je pense que ce qui est important, et vous l'avez souligné, et je disais tantôt que nous avons un peuple très compréhensible. D'où la nécessité d'informer, d'où la nécessité de communiquer. Donc, informer et communiquer doivent être au cœur de l'action publique. Et je crois que si vous lisez l'arrêté préfectoral, il y a eu quand même des délais, n'est-ce pas, avant de dégager. Et je pense que c'est de la règle, n'est-ce pas, de l'action publique d'informer avant d'agir. Et pas dans tous les domaines. Parce que si vous êtes un brigand, on ne va pas vous informer qu'on est en train de venir vous chercher. Donc, dans le cas général, n'est-ce pas, de l'aménagement, ils ont été informés et les populations doivent savoir que c'est pour le bien, non seulement de leurs biens, hein, de leurs installations, qu'on est en train de faire ces déguerpissements. On va conclure avec vous, Noé Cosius Dotou, sur cette question, ces mesures prises par l'autorité préfectorale. Oui, bon, c'est vrai que je ne me passe pas pour un conseiller de l'autorité préfectorale. Cependant, bon, qu'est-ce que je tiens à dire? Cette décision, il ne faudrait pas qu'elle reste à sa phase théorique. Mais il faut que, dès que le délai accordé, le délai imparti aux cibles sera, bien sûr, atteint, on commence réellement les actions. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire en termes de conclusion. Merci. Merci à vous. Il faut agir. Il faut agir simplement. Merci, chers amis téléspectateurs. C'était le débat sur le marché international d'Antokpa qui a besoin d'être sécurisé pour que les usagers puissent le fréquenter de la manière la plus aisée possible. Voilà, les dernières mesures pour sécuriser Dantokpa pourront-elles prospérer? C'était le thème de l'instant débat. Fait croiser Hubert Wimbo était dans nos studios. Il est éditorialiste. Il était face à Noé Cosius Dotou. Cassius. Voilà, Cassius Dotou, directeur de publication du quotidien La Guérite. On va vous raccompagner avec une chanson de l'artiste béninoise de la chanson Kouli, on l'appelle.
Koudouat de son à l'état civil, Koudi, c'est son nom d'artiste. Elle a accepté nous tenir compagnie au cours de ce dernier numéro de Matin d'Éden de cette semaine. Nous sommes 15 juillet 2016. Annulation des concours frauduleux. Que dit le droit administratif? Voilà le thème que nous abordons dans la chronique judiciaire avec Horacia Djodji. Bonjour Horacia. Bonjour Tranquillet, mesdames, messieurs, bonjour. Je vais vous poser une série de 3 questions dans un instant. Le concours organisé en 2015 au profit du ministère des Finances sont annulés. Au regard du droit administratif, quelles peuvent être les conséquences juridiques de cette annulation? Est-ce que cette décision de retrait respecte-t-elle les délais prévus par le droit administratif? Et enfin, est-ce que les candidats ont-ils la possibilité de faire des recours administratifs? Les réponses à ces 3 questions dans un instant à suivre dans la chronique judiciaire de Horacia Djodji. Mais avant, on va permettre à Moria Agoua de placer son coup de gueule à l'endroit de la SONEB, je crois. La SONEB et les voix, c'est le titre de sa chronique. Tout baigne. La SONEB et les voix. Tout baigne. On peut maintenant dire sans se tromper que la Société nationale des eaux du Bénin est devenue comme l'ennemi des voies publiques. Tout baigne. C'est cette société qui, pour intervenir sur les tuyaux de canalisation, détruit les bitumes ou saute les pavés à cette fin. C'est bien. L'on ne refuse pas que la SONEB travaille pour la satisfaction de ses clients. Tout baigne. Mais, et après les réparations? Qu'est-ce qui empêche cette société, je voudrais nommer la SONEB, de prendre des dispositions idoines pour réparer ces tronçons rendus défectueux de façon volontaire? Il suffit de sillonner certains tronçons de Cotonou à Abomey-Calavi ou plusieurs quartiers de Cotonou pour comprendre de quoi il s'agit. De Verdeko à Akbakba, de Menotin à Godomé-Togoudo, l'impact de la SONEB est visible sur les voies avec par endroits ces pavés sautés. En plein milieu de voies, les uns depuis plusieurs mois, les autres depuis plus d'une dizaine d'années. Le cas qui saute à l'œil ces temps-ci est bien celui de Godomé-Finafa en allant vers Huakome, dans le tournant appelé Z, en venant du collège Le Nokoué, où chaque jour, plusieurs motocyclistes se retrouvent au sol parce que piégés dans ces trous en plein milieu de voie. Tout baigne. Pourvu que les tuyaux cassés soient réparés, basta. Bitume, voie pavée, il est facile pour les pioches de détruire, mais très difficile pour la SONEB de réparer.
ou de prendre des dispositions pour que cela se fasse. Devons-nous continuer à supporter et à souffrir de ces actes qui ne s'expliquent pas et qui accroissent la souffrance de la population? Il est donc temps que la société béninoise des eaux du Bénin prenne ses dispositions pour éviter aux populations ces souffrances qui se répètent sur nos routes. Réparer les tuyaux défectueux, oui, mais prendre les dispositions pour réparer les voies détruites du fait de ces tuyaux s'impose. Le directeur de la SONEB, qui certainement emprunte aussi cette traversée de Godomé-Khouakomé, prend la mesure de l'image qu'offre sa société sur ce plan. Il est temps que cette voie pavée de Khouakomé soit réparée, car la population en a assez. C'est cela aussi le nouveau départ. On sait, quand on sait que les sommités du nouveau départ empruntent aussi ce tronçon, Toubaigne et à Lundi. La SONEB et les voies, il faut donc réparer les voies après avoir passé les tuyaux de la SONEB. Ça, c'est de la responsabilité donc en tout cas de la SONEB. C'est vrai, parfois même on enlève les pavés et on les dépose de côté, et quand on finit la réparation, on ferme le trou et on s'en va. Et ce sont les populations même qui déposent ces briques-là, ces portions de briques-là sur la voie, et ça donne ce que vous avez vu sur ces images. Ce qui n'est pas normal. On espère que ce sera fait d'ici à là. Et vous avez vu ces images-là à Godomé, Khouakomé, dans le tournant qu'on appelle Z avant d'atteindre le Il en a dit également à Papa. Absolument, j'en ai parlé. À Soroliré. On fera ça à d'autres endroits également. Sabet Chaudaton en sait quelque chose, c'est le réalisateur de cette émission. Voici la chronique judiciaire. Annulation des concours frauduleux, que dit le droit administratif? C'est le thème que nous abordons dans cette chronique. Horacia Djodji, pourquoi ce choix? Parce que ça défraie l'actualité. Justement, c'est pour rester collé à l'actualité que nous avons choisi ce thème. Les concours organisés en 2015 au profit du ministère des Finances sont donc annulés. C'est un secret de Paul Chinel. Au regard du droit administratif, quelles peuvent être les conséquences juridiques de cette annulation? Alors, tranquillement, avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire cette petite clarification. Alors, du point de vue du droit administratif, on parle de l'annulation d'un acte lorsqu'il s'agit d'une décision prononcée par le juge administratif. Mais lorsqu'il s'agit d'un acte lorsque c'est l'administration elle-même qui décide de faire disparaître un acte dont elle est auteur, on parle de retrait. Et pour appliquer ces différentes notions au cas précis, on dira que le Conseil des ministres n'a pas annulé, n'a pas annulé les concours de 2015, mais a plutôt procédé au retrait de l'acte d'admission des candidats au concours frauduleux, qualifié de frauduleux de 2015. Alors, c'est quoi le retrait? Le retrait, c'est d'un acte administratif. C'est une opération par laquelle il est mis fin aux effets d'un acte à partir du moment où il est intervenu. Et l'acte est donc censé n'avoir jamais existé. Et dans une décision de retrait d'un acte administratif s'oppose, et souvent lorsque cet acte crée des droits, s'oppose souvent deux principes, le principe du respect de la légalité et celui des droits acquis. Alors, dans le cas précis de cette décision, on pourrait dire que le gouvernement, l'État, c'est pour préserver, c'est pour maintenir et faire respecter la légalité qu'il a décidé de retirer l'acte d'admission de ces candidats. Alors, je vous propose de suivre ici M. Pierre Claver Adonon. Il est doctorant en droit public et assistant de recherche au Centre de droit administratif et de l'administration territoriale du professeur Ibrahim Salami. Il revient plus en détail sur ces différents principes. C'est quoi le principe de la légalité? Le principe de la légalité, c'est ce principe qui voudrait que les actes de l'administration respectent les normes qui leur sont supérieures. C'est-à-dire que les actes de l'administration respectent tout simplement le droit. Alors,
Si un acte est illégal, cela voudra dire que cet acte ne respecte pas le principe de la légalité. Primo. Secondo, le deuxième principe, c'est le maintien des droits acquis ou bien le respect des droits acquis. Il faut dire que c'est difficile de concilier ces deux principes, hein, le rétablissement du principe de la légalité et les droits acquis. En ce sens que le retrait est l'opération qui permet d'annuler un acte qui ne respecte pas le principe de la légalité. Donc il faut dire que le retrait s'oppose au maintien des droits acquis, surtout lorsque cet acte est pris sous le fondement d'un acte illégal. Alors, il faut dire que pour pouvoir quand même concilier cela en France en 2001, avec l'arrêt Ternon, le juge administratif, surtout le Conseil d'État français, a essayé de demander, n'est-ce pas, à l'administration de retirer les actes administratifs dans un délai de 4 mois. C'est-à-dire qu'après 4 mois, l'administration ne peut plus retirer un acte administratif, même si ce dernier est illégal. Et puis, est-ce que la décision de retrait respecte-t-elle les délais prévus par le droit administratif? Très clair, il faut dire que le Bénin ne dispose pas encore d'un code administratif, donc toutes les règles relatives au droit administratif sont de source jurisprudentielle, c'est-à-dire sont inspirées par la jurisprudence et les décisions issues des tribunaux administratifs. Alors, il faut retenir que le retrait d'un acte administratif illégal doit se faire dans un délai de 2 mois et dans le cas précis, il s'agit des concours de 2015, donc le délai de 2 mois est expiré depuis. Mais ici, on a observé des irrégularités. Il y a des cas de fraude qui ont été constatés au terme de ces concours. Donc, le droit administratif ne tient pas rigueur à la question de délai, donc aucun délai n'est exigé. Et voilà, c'est vrai que j'ai envie de vous demander pourquoi le Bénin ne dispose pas depuis plusieurs années le cours de droit administratif. Si mais bon, ça, j'étais législateur. Voilà, donc c'est pour cela que je vais essayer de laisser tomber cette question. Mais dites-nous, est-ce que les candidats ont-ils la possibilité de faire des recours administratifs? Bien sûr qu'ils ont la possibilité de faire un recours administratif et ce dans un délai de 2 mois, mais ce contentieux administratif, sinon ces différents contentieux administratifs n'ont aucun caractère suspensif, quels que soient les recours qui seront formulés devant le juge administratif. Cela ne pourrait suspendre la décision du Conseil des ministres, l'exécution de la décision du Conseil des ministres. On écoute ici M. Pierre Claver. Pour le moment, on ne sait même pas quel est l'acte qui porte grief, puisque c'est juste, il n'y a que le relevé du Conseil des ministres qui dit que la décision d'admission au concours, que cette décision a été retirée. Donc, il n'y a que le relevé du Conseil des ministres. Peut-être que plus tard, il y aura un décret pour annuler formellement. Donc, c'est ce décret-là qui viendrait après, c'est ce décret-là qui vont attaquer. Au cas où il n'y aurait pas de décret, du moment où le relevé du Conseil des ministres leur fait déjà grief, ils peuvent attaquer ce relevé du Conseil des ministres en saisissant le juge administratif. Si l'administration rapporte la preuve que certains lauréats ont eu à frauder, je pense que le juge administratif peut peut-être annuler. Ça, c'est le juge administratif qui annule. Le juge administratif peut annuler, peut rejeter leur recours. Mais ceux qui n'ont pas fraudé, le juge administratif pourrait peut-être les rétablir dans leur droit. Mais il faut dire que quand le juge aura fini de faire ça, peut-être que le président Talon et tout son gouvernement auraient déjà fini leur mandat. Le plus souvent, la procédure dure au niveau de la Chambre administrative de la Cour suprême. En moyenne, ça fait 5 ans. En moyenne. Et quand ça dure 5 ans, c'est que c'est allé vite. Sinon que parfois, il y a des cas où, même après 10 ans, la Chambre administrative de la Cour suprême n'avait même pas fini de régler, de dire le droit. Ça pose un problème, parce que la durée, 5 ans en moyenne, 5 ans. Et c'est décourageant. C'est décourageant. Merci à vous, Horatia Djoudi, pour nous avoir présenté la chronique judiciaire de ce numéro de
Matin d'Éden. Vous restez avec nous pour suivre la page sport de Judical Polycap Adjinou. Bonjour Polycap. Oui, bonjour Tanquin. Vous allez bien? Bien, merci. Et vous? Voici le... Football pour démarrer, pour ouvrir la page sport de ce numéro de Matin d'Éden. Mohamed Bangoura, voilà, tient désormais les rênes du Sili. Du Sili. Voilà. Ça veut dire de quoi, Sili? Le nom de l'équipe nationale de la Guinée. Et donc, c'est Bangoura qui est le nouveau sélectionneur de cette équipe. Il est donc devenu titulaire du poste. C'est l'annonce qui a été faite ce mercredi par l'un des responsables de l'organe dirigeant du football guinéen. Il faut préciser que Bangoura succède à Luis Fernandez qui a démissionné en mai 2015. Précisons que Bangoura était le sélectionneur du Sili par intérim après la démission de Fernandez. Une nouvelle de transfert à présent qui concerne non que l'international camerounais a changé de club. Il est désormais sociétaire de Karabouk Sport en Turquie. La formation turque nouvellement promise en 2-1 a recruté donc ce footballeur qui évoluait avec Bursaspor. Il est âgé de 30 ans. Et foot encore, on parle de la féminisation du foot qui est en marche en Jordanie. Et oui, c'est bien cela. Et l'année 2005 est l'année charnière de cette féminisation du football en Jordanie, puisqu'elle coïncide avec la création de la première équipe nationale dans ce pays. Et depuis cette année, on note un nouvel essor du football féminin en Jordanie. Et c'est dans ce contexte que le pays va même organiser la prochaine Coupe du Monde des cadets. C'est en octobre prochain. Et nous allons maintenant pouvoir découvrir ce succès que connaît le football féminin dans ce pays qu'est la Jordanie. On suit ce sujet. Quand Lynn a commencé à jouer au football, elle était la seule fille de son quartier. Mais à 14 ans, cette Jordanienne va réaliser son rêve, jouer une Coupe du Monde. Ici, en Jordanie, c'est très récent que les filles jouent au football. Il y a des gens pour qui c'est mal vu pour une fille de descendre jouer dans la rue. Il n'y avait pas de filles dans la rue. J'étais la seule. La Jordanie accueille en octobre la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans, une première dans le monde arabe. Et pour être prête, la fédération jordanienne a fait appel à Robbie Johnson, un coach britannique. Clairement, le niveau n'est pas aussi développé qu'en Europe, aux Amériques ou que dans des pays africains. Mais ce groupe est vraiment décidé à marquer un coup et à faire entrer le Moyen-Orient sur la carte. La première équipe de football féminine jordanienne s'est formée en 2005. Et depuis, la FIFA a autorisé le port du voile islamique sur le terrain, permettant à de nombreuses femmes du monde arabe de jouer. Samar Nassar préside le comité d'organisation de la compétition. Et pour elle, c'est surtout l'occasion de libéraliser l'accès au sport pour les jeunes femmes. Créer des modèles qui inspirent va évidemment provoquer un changement. Il y a beaucoup de barrières qui empêchent ou limitent l'engagement des femmes dans le sport, que ce soit social ou autre. Mais chaque petit pas nous amène vers un changement. Aujourd'hui, le Royaume compte 720 joueuses licenciées et l'équipe féminine a remporté plus de titres que leurs compatriotes masculins. JO 2016, une tireuse au pistolet vise une médaille. Oui, son nom, Sidou. Sa spécialité, c'est le tir au pistolet et elle rêve d'offrir à l'un de sa première médaille. Tir au pistolet, c'est pour tuer ou c'est pour... Non, c'est juste un sport. C'est un jeu, oui, c'est un sport. C'est un sport olympique et donc la sportive rêve d'offrir à l'un de sa première médaille olympique. Mais pour atteindre cet objectif, il faudra faire mieux que ce qu'elle a fait en 2012 à Londres, c'est-à-dire terminer à la 12e place. Mais Sidou reste quand même l'une des meilleures chances de médaille de son pays pour ce qui concerne les Jeux olympiques de Rio 2016. On suit ce sujet qui nous amène à la découverte de la sportive. À 25 mètres de la cible, mais encore loin de son objectif ultime, l'or olympique. À 26 ans, Ina Sidou vit pour le tir au pistolet. Je fais ce sport parce que j'adorais les pistolets. Maintenant, je les aime toujours autant, mais je préfère la technique du tir et l'art du tir. Elle va participer aux épreuves de tir à 10 et 25 mètres aux Jeux de Rio cet été.
Avec une Coupe du Monde à son palmarès, elle représente l'un des meilleurs espoirs de médaille de l'Inde. Alors forcément, il faut garder la tête froide. C'est dans la tête de tout le monde, donc je ne veux pas en rajouter, en m'ajoutant de la pression avec mes propres attentes. Aux Jeux de Londres en 2012, Sidhu a déçu, terminant à la 12e place. Mais pour son mari et entraîneur, elle peut viser très haut cette année. Le record du monde, elle est vraiment aussi forte que ça. Je ne serais pas surpris si tout se passe comme on veut ce jour-là, qu'on arrive à marquer l'histoire de ce sport. Aucune Indienne n'a jamais remporté l'or olympique, ni au tir, ni dans aucune discipline. Une série noire avec laquelle Sidhu espère bien en finir. Et lorsqu'on se fait encadrer par son mari, il n'y a pas de raison qu'on rate la médaille. Hein. Ah bon, vous pensez? Oui, on verra bien ce que va produire Sidhu. On va continuer par parler des Jeux Olympiques pour dire que les athlètes du pays organisateurs ont été reçus par le président Michel Temer, président par intérim donc du Brésil, a donc rencontré ces sportifs. La cérémonie a eu lieu ce mercredi au palais du Planalto à Brasilia, à 3 semaines du coup d'envoi de ces JO de Rio. Évidemment, il leur a demandé de faire honneur au Brésil. On l'écoute. On dit toujours qu'en sport, ce qui compte est de participer. Je dirais qu'il est important de participer, mais aussi de gagner. Donc j'espère que vous aurez le succès que vous méritez après l'entraînement que vous avez fait pendant cette période. Quand vous montrerez vos médailles, nous montrerons au monde entier que le Brésil est un pays où la démocratie est stable, où les choses vont très bien, où les institutions marchent. Par conséquent, pendant les JO, vous serez les ambassadeurs de notre pays. Portanto, os senhores serão, por assim dizer, durante as Olimpíadas, os embaixadores do nosso país. Nós tivemos cerca de 270 na delegação em Londres. Nous avons eu près de 270 athlètes dans la délégation de Londres en 2012 et nous allons avoir plus de 460 athlètes à Rio de Janeiro. C'est sans doute la meilleure participation du Brésil dans une édition des Jeux Olympiques. A melhor participação do Brasil nas edições dos Jogos Olímpicos. As minhas expectativas na competição, para mim, Mes attentes pour la compétition sont excellentes. Je me sens très préparée, très forte. Je suis capable d'atteindre le podium encore une fois. Je fais toute la préparation. J'ai confiance. Maintenant, nous allons devoir attendre car en sport, tout peut arriver. Voilà cette actualité qui nous vient tout droit du Brésil. Nous poursuivons pour parler du cyclisme Tour de France. La 12e étape a été disputée ce jeudi. Et cette étape a été remportée par un Belge à suivre aujourd'hui, un contre-la-montre individuel entre Bourg Saint-Candéol et Pondac, distance à parcourir 37,5 km. Ainsi va le sport. Bien sûr. Et ils ont le Tour de France, cette 12e étape a eu lieu malgré l'attentat. Mais ça a eu le plus tôt de la journée. Oui, vous parlez donc de l'attentat qui a eu lieu hier à Nice, qui a fait pour le moment, il y a quelques heures encore, 84 morts, qui a provoqué la mort de 84 personnes. Donc, attentat quand même terrible, hein, et qui a endeuillé une ville et également un pays. Et on sait déjà que le monde sportif également apporte son soutien aux familles des victimes. Le cas de l'OGT. Et surtout des enfants, la plupart étaient des enfants. Malgré les mesures de sécurité mises en place par le gouvernement de François Hollande, plus de 40 000 policiers, de soldats déployés partout pour sécuriser en tout cas les personnes. Et malgré ça, les terroristes ont réussi à s'infiltrer dans la foule. Oui, prouve que la solution à la menace djihadiste n'est pas encore forcément trouvée. Ce n'est pas la solution qu'on imagine. On a beau mettre tous les dispositifs de sécurité en place, ces personnes arrivent toujours à les contourner et à donc à provoquer ces attentats qui font mal à la France, qui l'année dernière a été également victime de c'est un attentat qui intervient 9 mois, jour pour jour, après celui qu'on a enregistré à Paris, qui avait fait 130 morts, environ de nombreux blessés. Vivement qu'une solution soit trouvée face à cette résurgence des actes terroristes en Afrique et dans le monde. On va suivre la chanson du jour avant de conclure ce numéro de Matin d'Éden. C'est une chanson de Kouli.
Koudi qui nous propose le rythme Gbete sur Eden Télévision et Diaspora FM 102.3. C'est donc l'essentiel à retenir de ce numéro de matin d'Eden. Très content de vous savoir très nombreux à l'écoute de nos programmes. Soyez zen sur nos antennes. À bientôt.